L'entrisme est une stratégie politique ou idéologique qui consiste à intégrer une organisation existante, parti politique, syndicat, association, mouvement, institution, afin d'y exercer une influence de l'intérieur. Le terme est souvent utilisé dans le domaine politique, notamment pour décrire des groupes minoritaires qui rejoignent un grand parti pour diffuser leurs idées, gagner du pouvoir, influencer les décisions, recruter des membres. Le mot peut aussi être employé plus largement, parfois de manière critique, pour désigner une tentative d'influence discrète, une infiltration organisée, ou une présence stratégique dans une institution. D'abord, du fait que mes pires cauchemars se concrétisent chaque fois en matière de liberté publique. J'annonce une censure, la censure vient inévitablement, et non pas parce que je suis devin, parce que c'est dans la logique du présent régime d'étendre les lois de censure, croyant par là sauver la République. Vous n'êtes pas obsessionnel, vous n'êtes pas... Je sais bien, malgré moi, je préférais parler d'autre chose aujourd'hui, mais je vois qu'on veut, et j'en parlerai dans un instant, vers où, au nom de raisons que l'on croit légitimes, on envisage de piétiner plus que jamais les libertés publiques. Alors, le point de départ, évidemment, c'est l'islamisme. L'islamisme pose à nos sociétés un problème majeur, un problème existentiel. Tous en conviendront. Donc, devant la question de l'islamisme, la question est devant, c'est que faire? Que faire devant cela? Nos amis, Retailleau, Nunez, nous disent, donc deux figures importantes des affaires publiques aujourd'hui, nous disent qu'il faut lutter notamment contre l'entrisme islamiste. L'entrisme islamiste, qu'est-ce que ça veut dire? Le salafisme, lorsqu'il se présente dans l'espace public, il n'est pas entriste. Il s'affiche tel qu'il est. Il veut qu'on le reconnaisse. L'entrisme, c'est la méthode des frères musulmans et de tant d'autres qui consiste à prendre les apparats du monde occidental, donner l'impression d'en respecter les règles, les normes, les lois, la tenue, l'apparence, même le vêtement s'il le faut, pour pénétrer, pour être capable d'infiltrer, de faire de l'entrisme, donc, au cœur des institutions, pour pousser l'islamisme en le voilant. Et donc, dès lors, si vous êtes en lutte contre l'entrisme, vous devez décrypter, vous devez dévoiler l'islamisme qui se cache derrière une autre doctrine, un autre discours. Donc ça, c'est nécessaire. On distinguera évidemment l'entrisme islamiste de l'islamisation. L'islamisation, c'est un effet démographique. C'est l'effet d'une immigration musulmane qui transforme la composition démographique de la France, qui a un effet d'islamisation au sens de présence croissante de l'islam en ce pays. On peut se demander si ce qui menace le plus la France à terme, est-ce que c'est vraiment l'entrisme islamiste porté par des idéologues et des stratèges de l'islamisme, ou est-ce que c'est le changement de population? On se posera la question, mais prenons au sérieux la question de l'entrisme tel que nous y invitent Bruno Retailleau et Laurent Nunez. Donc là, il y a une proposition de loi qui a été votée au Sénat, et il y en a une autre qui s'en vient chez Laurent Nunez. Donc c'est pas la même, mais globalement, ça se recoupe, mais ça va un peu plus loin au gouvernement. Donc une proposition de loi pour lutter contre l'entrisme islamiste. Le premier article de cette proposition de loi qui a été réécrit, mais qui donne une bonne idée de l'état d'esprit de ceux qui veulent cette loi. Je cite. Ce projet de loi, il punit de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende le fait de contester ou de provoquer la contestation de l'application des règles communes dans le but ou avec l'effet de porter gravement atteinte à la cohésion nationale ou à la forme républicaine des institutions. Direct ou indirect, avec le but ou l'effet. C'est important les mots. Hein. Avec le but, c'est une stratégie explicite de déstabilisation de la cohésion nationale. Si vous vous intéressez à l'effet, c'est autre chose. C'est votre discours ne vise peut-être pas à déstabiliser la cohésion nationale, mais à la fin, puisque l'effet est de déstabiliser la cohésion nationale, vous serez sanctionné aussi. Quand même. Donc là, c'est quand même. Donc là, c'est la proposition de Bruno Retailleau. Oui, mais qui a été modifiée ensuite. Donc une nouvelle version a été faite, donc on pourrait dire plus précise, où on a ciblé désormais des pratiques contraires aux principes de la République, laïcité, égalité homme-femme, avec l'objectif de porter atteinte à ces principes. Et c'est le même état d'esprit. Certains discours sont jugés hostiles à la cohésion nationale et dès lors doivent être sanctionnés, qu'ils soient ouvertement hostiles ou hostiles par leurs effets. Dès maintenant, on peut se poser quelques questions. Que faire de nos amis nationalistes corses? On en connaît tous un ou deux d'une manière ou de l'autre. Certains d'entre eux veulent l'autonomie, d'autres veulent même l'indépendance. On peut être en désaccord complet avec eux, tout en se demandant s'ils doivent tomber sous le coup de la loi désormais s'ils ont une pratique politique ordinaire. Que faire des autonomistes bretons? Il y en a encore. Que faire des autonomistes? Il y en a que la France est un pays où il y a des régionalismes forts. Est-ce que ces gens portent atteinte à la cohésion nationale? Selon certains, oui. Je crois que Jean-Michel Blanquer, tout récemment, un homme pour qui j'ai grande estime par ailleurs, nous disait que les langues régionales portaient atteinte à la cohésion nationale. Donc j'aimerais savoir ce dont nous parlons ici.
Quant à l'effet, eh bien là, tout ce qui peut déstabiliser la cohésion nationale, on aura compris que si vous tenez un discours qualifié d'extrême, aujourd'hui, vous déstabilisez la cohésion nationale. Si on vous accuse d'être le relais de Washington, de Moscou, de Pékin, qu'en sais-je, donc là, est-ce qu'on voit jusqu'où peut aller la sanction des discours qui déplaisent? Ça me fait penser, soit dit en passant, rappelez-vous, on en avait parlé ici l'an passé, du projet de loi, de la proposition de loi de Vincent Jeanbrun, qui voulait sanctionner les discours anti-républicains. Et on avait demandé, mais que fait-on des derniers monarchistes de France? Faut-il les sanctionner? Puis on comprenait que plutôt que de lutter directement contre l'islamisme, on forgeait des concepts très larges qui, en dernière instance, pouvaient sanctionner tout le monde. Il y a un article, donc là, je vous ai parlé de la base. Il y a un article qui fait beaucoup de débats dans ce projet de loi en ce moment, c'est l'article 6, qui veut donner au gouvernement, donc au ministre de l'Économie et de l'Intérieur, qui peuvent décider conjointement et sans décision de justice ferme, de le gel des fonds et des ressources économiques appartenant à des gens qui sont accusés notamment de provoquer ou de contribuer à la discrimination, à la haine ou à la violence sur la base de l'origine, du sexe ou de l'orientation sexuelle. Entre autres choses. Il y a plein d'autres gens qui sont menacés, mais eux en particulier. Est-ce que l'on sait, est-ce que l'on comprend que dans la France d'aujourd'hui, si vous plaidez, par exemple, si vous affirmez que la préférence nationale est légitime, que les contributions, que les aides sociales doivent être conditionnées à la citoyenneté, à la nationalité. Vous êtes français, vous avez droit aux aides sociales, vous n'êtes pas français, vous n'y avez pas droit. Est-ce qu'on est conscient que ça, pour plusieurs, c'est vu comme un discours discriminatoire? Que plusieurs y voient un appel explicite à la discrimination? Est-ce qu'il va falloir poursuivre juridiquement les gens qui en appellent, qui font un plaidoyer pour la préférence nationale? Je ne dis pas qu'ils ont raison. Je dis qu'avec une telle loi, ainsi formulée, ceux qui plaident pour cela pourraient demain se retrouver devant les tribunaux. L'instant est grave, quand même. Moi, je trouve ça très grave parce qu'en plus, ce sont des gens que j'estime. En démocratie, c'est quelque chose. En démocratie, normalement, on a le droit de remettre en question la vision d'ensemble de la société. Mais qu'est-ce qui se passe quand un pays tient de moins en moins par sa culture, ses institutions, et de plus en plus par une idéologie officielle que l'on nomme aujourd'hui République? Autrefois, on aurait pu nommer ça, je ne parle pas de la République comme forme politique, là, mais comme idéologie, le socialisme autrefois. Quand ça tient par une idéologie, mais les libertés inévitablement régressent parce que dès que vous vous éloignez de la vision dominante de l'idéologie, vous devenez un déviant. Allons plus loin. Donc, je donnais l'exemple de la préférence nationale. Si quelqu'un dit l'immigration est inassimilable en France, aujourd'hui on le constate, c'est inassimilable. Je ne dis pas que c'est vrai, je dis que certains le disent. Eh bien, est-ce que ceux-là devraient se retrouver devant les tribunaux pour propos haineux, pour appel à la haine? Quand on sait qu'il y a 2 ou 3 ans à peine, le colloque de l'Institut Iliade avait été annulé, celui qui devait rendre hommage à Dominique Vénère, parce que pourrait s'y tenir des propos contraires à la loi Pleven, pourrait s'y tenir des propos. On comprend qu'il y a une dérive liberticide ici qui peut justifier la censure de tous les propos qui déplaisent au régime. Alors, cet article 6 qui permet, dans les faits, sans condamnation pénale, sans procès, qui permet de geler les avoirs des gens, on appelle ça donner le pouvoir administratif d'assassiner financièrement, pas assassiner, mais d'exécuter financièrement, de bannir juridiquement et financièrement ceux qui sont soupçonnés de tenir des discours qui déplaisent au pouvoir. C'est une officialisation de la persécution bancaire des opposants et des dissidents, et c'est au nom de la défense du vivre ensemble, encore une fois, eh bien, c'est la possibilité de sanctionner tous ceux qui, d'une manière ou de l'autre, ne pensent pas, comme on dit, de penser au jour X dans les officines, dans les lieux de pouvoir. Cette proposition est beaucoup plus inquiétante qu'il n'y paraît. Je comprends que plusieurs se mobilisent contre elle. Depuis lundi, Mathieu Bock-Côté tient absolument à faire cette chronique. Il n'endort pas, il m'en parle toute la journée. On continue. Laurent Nunez, Mathieu Bock-Côté, dit ne pas vouloir se contenter de viser l'entrisme islamiste. Il vise l'entrisme tout court. C'était ce matin. C'est dans Le Monde, mais c'est aussi ce matin, je crois que c'était chez Laurence Ferrari, si je ne me trompe pas. C'est intéressant parce que Laurent Nunez vient confirmer les craintes qu'on pouvait avoir par rapport aux effets de cette loi. Il nous dit aujourd'hui, sa propre loi vise à compléter la loi Retailleau, parce que la loi Retailleau vise spécialement l'entrisme islamiste. Pratiquement, elle va beaucoup plus loin. Mais dans les faits, c'est son objectif. Nunez nous dit un instant, je veux aller plus loin, je veux viser toutes les formes d'entrisme. Ah, ça devient intéressant. Donc, on doit avoir à l'esprit une chose, Laurent Nunez précise d'une intervention à l'autre sa vision de la République et de la France. Par exemple, on sait qu'il disait que le voilement des fillettes n'était pas un scandale pour lui. Il a corrigé sa position ensuite, on sait qu'elle était la première. On sait ensuite comment il l'a corrigée. Les raisons lui appartiennent. On sait aussi que pour lui, ce n'est pas l'islam qui cause un problème à la République, ce sont ceux qui pensent que l'islam cause un problème à la République
qui cause un problème à la République. C'est le même discours qu'au début des années 90, quand il y a eu ce basculement. C'était plus l'immigration qui causait problème, c'était le fait d'avoir des soucis avec l'immigration qui causait problème. Eh bien, ici, que nous dit-il? Il dit « je vise l'entrisme en général ». Donc, l'islamisme, oui, ça c'est le point de départ, mais on veut aller beaucoup plus loin. Autrement dit, l'islamisme devient prétexte pour se donner un arsenal juridique répressif pour mater des discours qui ne concernent pas que l'islamisme. Il nous le dit, il ne se cache pas, ça, il est honnête. L'islamisme est un point de départ, mais ne nous contentons pas de cela. Donc, il nous dit l'ultra-droite, l'ultra-gauche, et ainsi de suite. Et on comprend que la définition de l'ultra-gauche et de l'ultra-droite peut être assez loin. N'oublions pas la campagne en ce moment menée, je fais le lien avec la question de la haine, la campagne menée absolument atroce et dégueulasse contre le canon français, pour la volonté de présenter ça comme une association haineuse. Est-ce que demain, on pourrait décider de priver de ses droits le canon français sous prétexte qu'il y a eu des accusations de telle manière? Est-ce qu'on voit qu'on nous dirait que c'est une forme d'entrisme anti-républicain identitaire? Je vois venir ce jour, moi, quant à moi. De la même manière, on comprend à travers cela la théorie des extrêmes. La théorie des extrêmes, c'est-à-dire le bouclier démocratique de Bruxelles. Le Bloc central cherche aujourd'hui, de toutes les manières possibles, à mater d'avance ce qui pourrait l'emporter aux prochaines élections. Et ça, je pense qu'il y a une véritable inquiétude à travers cela. On pourrait dire plus la société est plurielle aujourd'hui, il faut bien le voir, hein. Plus on multiplie les interdits, on ne croit plus aux libertés. Et je terminerai avec une réflexion sur la droite, en un instant. La droite qui se veut normalement le parti des libertés. Elle est étrangement absente dans ce débat. Il y a quelques-uns qui ont pris des positions honorables, très fortes. David Lisnard, une opposition très ferme contre les dérives de ce projet de loi qui prétend lutter contre l'entrisme et qui, dans les faits, donne au pouvoir la capacité d'anéantir juridiquement ses opposants. Marion Maréchal, un texte tout à fait remarquable sur la question, et Sarah Knafo, on me pardonnera de les citer ensemble. Publiquement, elles ne sont pas du même camp, mais dans les faits, leurs analyses convergeaient dans la critique des dérives liberticides. La droite, plus globalement, est dans le silence. Et Bruno Retailleau, qui est un homme que j'estime, je tiens à le dire, aujourd'hui nous dit, un instant, vous avez des pudeurs de gazelle, il faut avoir cette loi pour mater l'islamisme aujourd'hui, l'entrisme islamiste. Et il tend à dire que ceux qui s'y opposent, en fait, sont un peu fragiles psychologiquement. Je pense que la droite doit redevenir le parti des libertés, véritablement. La défense des libertés publiques, il n'y a pas de compromis à faire avec ça. Il ne faut jamais accorder à quelque pouvoir que ce soit le pouvoir d'anéantir de manière arbitraire ses opposants. D'autant qu'on sait qu'on prétend lutter contre les islamistes, mais demain, c'est le camp national qui sera la cible. C'est une Nouvelle-France qui est aux manettes. Tu vois, parce que oui, cette France-là, elle existe concrètement et on a dans certains espaces une représentation des personnes issues de l'immigration, etc. Mais dans le champ politique, c'est quand même resté très minime.